le batelier qui a fait passer 110 Juifs à travers le fleuve pendant des nuits sans lune, Søren Falck Intro. La dernière traversée, 3 octobre 1943, 2h47, Öresund. Le détroit entre le Danemark et la Suède. L'eau était noire comme du pétrole. Pas de lune, pas d'étoiles. Rien qu'une obscurité totale, épaisse, qui avalait tout. Søren Falck ramait dans un silence parfait. Chaque mouvement calculé pour ne produire aucun bruit. Chaque muscle tendu par une concentration que seule la terreur pure peut déclencher. Dans sa barque de pêche en bois pourri, prévue pour 4 personnes au maximum, il y avait 11 Juifs danois serrés comme des sardines. 3 familles entières, dont un bébé de 6 mois qu'on avait endormi avec quelques gouttes de laudanum pour qu'il ne pleure pas. Le bébé était si immobile que sa mère, toutes les 30 secondes, posait la main sur sa poitrine pour vérifier qu'il respirait encore. À 400 mètres au nord, Søren distinguait les lumières du patrouilleur allemand Seidler, qui découpait l'eau. Ses projecteurs balayèrent la surface du détroit, cherchant exactement ce qu'il était en train de faire. Faire passer des êtres humains en contrebande vers la Suède neutre. Si le faisceau les attrapait, ils mourraient tous. Les Allemands ne faisaient pas de prisonniers sur l'eau. Ils tiraient d'abord, posaient des questions ensuite, laissaient les corps couler, puis rédigeaient un rapport. Incident de contrebande neutralisé. Søren avait déjà accompli cette traversée 23 fois au cours des 3 dernières semaines. Il avait conduit 99 Juifs danois en lieu sûr. C'était la 24e. 11 personnes de plus, cela ferait 110 vies sauvées. Mais les Allemands commençaient à comprendre ses habitudes. Les patrouilles s'étaient intensifiées. Les routes qu'il utilisait étaient compromises. Cette nuit-là, il naviguait dans des eaux qu'il connaissait moins, sans lune pour se repérer, ne comptant que sur son instinct de pêcheur forgé par 30 années passées sur ces mers. Le patrouilleur vira. Le projecteur balaya droit vers eux. Søren cessa de ramer. Il fit un signe. Silence absolu. 11 personnes retinrent leur souffle. Le bébé, sous laudanum, ne fit pas un bruit. Le faisceau passa à 3 mètres, si près que Søren pouvait voir les visages des marins allemands sur le pont. Il entendait leur voix, détendue, parlant du froid d'octobre, du temps qu'il restait avant la relève. Puis le projecteur continua sa course, balayant une eau vide vers l'est. Le patrouilleur s'éloigna. Søren attendit 5 minutes entières, 5 minutes qui eurent dans la durée de 5 heures, avant de recommencer à ramer. 30 minutes plus tard, l'étrave toucha la côte suédoise. 11 personnes posèrent le pied sur une terre libre. 3 familles qui ne reverraient jamais le Danemark occupé, mais qui vivraient. Le bébé endormi se réveilla et se mit à pleurer. Un son qui, au Danemark occupé, aurait signifié la mort, mais qui, en Suède neutre, ne signifiait qu'une chose toute simple. Un enfant avait faim. Søren n'attendit pas les remerciements. Il ne les attendait jamais. Il repoussa la barque dans l'eau et repartit à travers le détroit noir, vers le Danemark occupé, vers la prochaine cargaison humaine qui avait besoin d'être sauvée. Ce que les Allemands n'ont jamais compris, ce que leurs patrouilles, leurs projecteurs et leurs stratégies militaires n'ont jamais su empêcher, c'est qu'un pêcheur danois de 52 ans, qui connaissait ces eaux depuis l'âge de 7 ans, était plus dangereux pour le Troisième Reich qu'un bataillon entier de soldats alliés. Parce que Søren Falck ne faisait pas que transporter des gens. Il transportait l'espoir. Et l'espoir, on l'a découvert, est plus difficile à couler que n'importe quelle barque. Laisse-moi ton commentaire. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu devais choisir entre ta sécurité et la vie d'inconnu? Où se situe la limite du courage ordinaire? Voici l'histoire d'un batelier danois
qui a transformé des nuits sans lune en tunnels d'évasion. L'histoire de 30 années d'expérience de pêcheurs qui ont déjoué la marine allemande et de 110 vies sauvées par un homme qui, tout simplement, ne pouvait pas détourner les yeux. Partie 1. Le monde avant l'horreur. Gilleleje était un village de pêcheurs sur la côte nord du Danemark qui comptait en 1940 environ 1200 habitants permanents, un nombre qui doublait l'été, quand des touristes de Copenhague venaient échapper à la chaleur de la ville. Le village s'étirait le long d'une baie abritée, là où la mer du Nord rejoint le Kattegat, des eaux qui nourrissaient des familles de pêcheurs depuis des siècles. Søren Falck naquit le 12 mars 1891 dans une maison en bois à 50 mètres du port, si proche de l'eau que les tempêtes d'hiver projetèrent du sel sur les vitres. Il était le troisième de 6 enfants. Fils de Henrik Falk, pêcheur de Hareng, et de Maren Falk, qui tenait une petite pension durant la saison touristique. La vie de Søren était tracée dès la naissance, comme celle de tous les fils de pêcheurs. Apprendre le métier, hériter de la barque, pêcher jusqu'à ce que le corps cède ou que la mer te réclame, selon ce qui arrive le premier. À 7 ans, il était déjà dans le bateau de son père, apprenant à lire les courants. À 12 ans, il savait prévoir les tempêtes au comportement des mouettes. À 17 ans, il pêchait seul, sur sa propre embarcation, achetée avec 5 années d'économie. En 1914, quand la Première Guerre mondiale éclata, le Danemark déclara sa neutralité, pendant que des millions d'hommes mouraient dans les tranchées à travers l'Europe. Søren continuait à pêcher le hareng dans le Kattegat, comme son père et son grand-père avant lui. La guerre était une abstraction lointaine, quelque chose qui arrivait ailleurs, à d'autres. Il se maria en 1919 avec Kirsten Nielsen, fille d'un charpentier de marine d'Helsinger. Ils eurent 3 enfants, Lars en 1920, Björn en 1922, Astrid en 1925. La famille vivait modestement, mais correctement, selon les standards des pêcheurs. Le poisson remplissait leurs assiettes. La vente des prises payait le reste. Ils n'étaient pas riches, mais ils n'avaient jamais faim. Et c'était tout ce que beaucoup de Danois de la classe ouvrière attendèrent de la vie. On disait de Søren qu'il était un bon pêcheur sans être exceptionnel, un bon voisin sans être particulièrement sociable, un bon père sans être démonstratif, un Danois typique de la côte nord, selon ceux qui le connaissaient, silencieux, travailleur, fiable, sans drame, le genre d'homme qui tient ses promesses, sans ressentir le besoin de les prononcer à voix haute. Politiquement, il était indifférent. Il votait parfois, généralement social-démocrate, parce qu'il soutenait les coopératives de pêche, mais sans passion idéologique. Religieusement, il était luthérien de façade, allant à l'église à Noël et à Pâques, surtout pour faire plaisir à Kirsten. Philosophiquement, il était pragmatique. Le monde était ce qu'il était. La vie était dure et on faisait de son mieux. Rien, dans les 49 premières années de la vie de Søren Falck, ne laissait penser qu'il deviendrait le sauveur de 110 personnes. Il était ordinaire à tous les niveaux mesurables. Et l'ordinaire, on allait s'en rendre compte, était exactement ce dont la résistance aurait besoin. Le 9 avril 1940, à 4h15, la Wehrmacht envahit le Danemark. Les forces allemandes franchirent la frontière sud, tandis que des parachutistes prenaient des aéroports stratégiques. Le gouvernement danois, face à une supériorité militaire écrasante et à la menace de bombarder Copenhague, capitula après 6 heures. Ce fut l'une des campagnes militaires les plus courtes de toute la guerre. L'occupation allemande du Danemark fut d'abord étrange, comparée aux autres occupations nazies.
Les Allemands avaient besoin du Danemark comme protectorat modèle. Et tout. La preuve que des pays coopératifs pouvaient prospérer sous la domination nazie. Ils laissèrent le gouvernement danois fonctionner, le roi rester, et la vie continuer avec une ingérence minimale en apparence. Pour Søren et les pêcheurs de Gilleledge, l'occupation signifia surtout des restrictions de pêche. Quotas obligatoires vendus à l'Allemagne à prix imposés. Interdiction de pêcher dans certaines zones déclarées zones militaires. Couvre-feu nocturne réduisant les heures en mer. C'était irritant. Pas encore une catastrophe. Les soldats allemands stationnés à Gilleledge se montraient, pour la plupart, corrects. Ils payaient leur nourriture et leurs boissons. Certains apprenaient même quelques mots de danois. L'occupation était tendue, mais pas brutale. Le Danemark occupé ressemblait davantage à une occupation de manuel qu'à ce qui se passait en Pologne ou en France. Cette coexistence inconfortable dura 3 ans, parce que les Allemands avaient besoin de la coopération danoise et que les Danois choisissaient de ne pas résister activement. Une collaboration pragmatique, que chacun justifiait comme nécessaire. Mais tout changea en août 1943, quand la résistance danoise commença des actions de sabotage plus agressives. Les Allemands répondirent par des représailles plus dures. Le 29 août 1943, le pouvoir allemand lança un ultimatum. Le Danemark devait instaurer l'état d'urgence et écraser la résistance, ou l'Allemagne prendrait le contrôle militaire total. Le gouvernement danois refusa. Les Allemands dissousirent le gouvernement, imposèrent la loi martiale directe, arrêtèrent des politiciens et des officiers danois. Le modèle était terminé. L'occupation brutale commençait, et avec elle, la décision qui transformerait des pêcheurs ordinaires en héros extraordinaires. Partie 2. La chasse commence. Werner Best, plénipotentiaire allemand au Danemark, reçu des ordres de Berlin le 8 septembre 1943. Appliquer la solution finale au Danemark. Arrêter et déporter tous les Juifs danois vers les camps de concentration. L'opération devait être menée pendant Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, lorsque les Juifs seraient réunis dans les synagogues, ce qui faciliterait des arrestations massives. Le Danemark comptait environ 7800 Juifs, majoritairement à Copenhague. Comparé aux populations juives de Pologne ou de Hongrie, c'était un nombre minuscule. Mais pour les nazis, la purification raciale devait être totale. Chaque Juif devait être identifié, arrêté, déporté. Ce que les nazis n'avaient pas anticipé, c'est que le Danemark réagirait différemment de n'importe quel autre pays occupé. Pas parce que les Danois étaient moralement supérieurs, mais parce que l'intégration des Juifs dans la société danoise était si complète qu'ils étaient simplement des Danois, sans adjectif. Il n'y avait pas de ghetto juif au Danemark, pas de loi restrictive avant l'occupation, pas de tradition d'antisémitisme institutionnel. Les Juifs danois étaient des voisins, des collègues, des amis. Georg Ferdinand Duckwitz, attaché naval allemand à Copenhague, fut horrifié par les ordres de déportation. Dans un acte de trahison extraordinaire, le 28 septembre 1943, il contacta secrètement des responsables politiques danois et des leaders juifs, révélant en détail le plan nazi. Les rafles commenceraient la nuit du 1er octobre. Continueraient pendant Rosh Hashanah. L'objectif était d'arrêter tous les Juifs en 48 heures. L'alerte de Duckwitz déclencha l'opération de sauvetage la plus réussie de toute la Shoah. En 72 heures, pratiquement toute la population juive du Danemark fut prévenue, cachée et préparée à l'évacuation. Églises, hôpitaux, universités, familles privées, tout le monde ouvrit ses portes. Les Juifs danois disparurent
avant même que les rafles ne commencent. Mais se cacher n'était que la première étape. Le Danemark était une petite péninsule entièrement occupée par l'Allemagne. Il n'y avait nulle part où fuir à l'intérieur du pays. La seule voie, c'était de traverser l'Öresund, les 4 kilomètres d'eau qui séparaient le Danemark de la Suède neutre. Et pour traverser l'eau, il fallait des bateaux. Pour les bateaux, il fallait des pêcheurs. Et les pêcheurs, contre toute attente, étaient prêts. La nouvelle arriva à Gilleleje le 29 septembre, par le pasteur local, Kjeldgaard Jensen, qui avait reçu un appel urgent de contact de la résistance à Copenhague. « Des Juifs doivent être évacués. Est-ce que les pêcheurs peuvent aider ?» Jensen convoqua une réunion informelle dans l'arrière-salle d'une taverne du port. 17 pêcheurs y assistèrent, dont Søren Falk. Jensen exposa la situation sans dramatiser. Les nazis allaient arrêter tous les Juifs danois dans quelques jours. La Suède avait accepté de recevoir des réfugiés juifs, et il fallait des pêcheurs pour les faire passer. « C'est illégal », admit Jensen. « C'est dangereux. Les Allemands patrouillent tout le détroit en permanence. S'ils vous attrapent, ils vous exécuteront probablement sur place ou vous enverront dans les camps. Je ne peux promettre ni paiement, ni protection, ni quoi que ce soit, sauf une chose. C'est la bonne chose à faire. » Un long silence suivit. Les pêcheurs se regardaient, calculaient les risques, pensaient à leur famille, imaginaient les conséquences. Søren prit la parole le premier, d'une voix si calme que les autres durent se pencher pour l'entendre. « Je le ferai. Je connais ces eaux. Je peux traverser sans être vu. » Un à un, chacun des pêcheurs présents s'engagea. 17 hommes qui n'avaient jamais accompli le moindre acte politique de leur vie décidèrent, simultanément, de commettre ce que la loi nazie considérait comme de la trahison. La décision prit moins de 10 minutes. Pas de discours, pas de philosophie, juste l'acceptation pragmatique que c'était ce qu'il fallait faire. Ce soir-là, Søren rentra chez lui et dit à Kirsten: « Je vais faire passer des Juifs en Suède. Je commence demain. C'est dangereux. Tu peux me dire de ne pas le faire. » Kirsten, mariée à Søren depuis 24 ans et le connaissant mieux que lui-même, répondit: « Si je te disais de ne pas le faire, est-ce que tu m'écouterais ?»« Probablement pas, » admit Søren. « Alors je ne vais pas gaspiller des mots. Fais juste attention et reviens. » Ce fut la conversation la plus longue qu'ils eurent sur le sujet, pendant toute l'opération de sauvetage. Les Danois, surtout les Danois de la côte nord, ne dépensaient pas des mots quand les actes suffisaient. Partie 3. La première traversée, 1er octobre 1943, 21h. 5 personnes arrivèrent sur le quai de Gilleleje. Une famille juive de Copenhague, les parents et 3 enfants de 6, 9 et 12 ans. Ils avaient voyagé en train depuis Copenhague, cachés sous des bâches dans un wagon de marchandises, guidés vers Gilleleje par le réseau de la résistance. Le pasteur Jensen les accueillit, les conduisit à l'église où ils attendirent la nuit complète. À 23 heures, Jensen les mena jusqu'à la barque de Søren. C'était la première fois que Søren voyait les personnes qu'il allait faire passer. Ils étaient d'une banalité désarmante. Un père d'une quarantaine d'années, lunettes sur le nez. Une mère nerveuse serrant ses enfants contre elle. Des enfants silencieux, les yeux énormes de peur. Ils auraient pu être n'importe quelle famille danoise, à un détail près. L'étoile jaune qu'ils avaient arrachée de leurs vêtements, laissant des traces là où les points de couture avaient été. « Est-ce que vous savez nager ?» demanda Søren. Sa première question, entièrement pratique. « Les enfants, non, » répondit le père. « Moi un peu. Ma femme, non. » Søren sortit 5 vieux gilets de sauvetage de la cabine. « Mettez-les. S'il arrive quelque chose, accrochez-vous au bateau. »
Ne criez pas, quoi qu'il arrive. Il aida la famille à monter. La barque, conçue pour 3 pêcheurs, était dangereusement basse avec 7 personnes à bord. Le bordage n'était plus qu'à 20 cm de l'eau. Asseyez-vous au centre. Ne bougez pas. Ne parlez pas. Si les projecteurs allemands nous repèrent, je devrais vous jeter à l'eau avec les gilets et m'éloigner. Nagez vers la côte danoise, pas vers la côte suédoise. Compris? La famille acquiesça, trop terrorisée pour répondre. Søren poussa la barque hors du quai à 23h30. La nuit était parfaite pour la contrebande. Pas de lune, ciel couvert, obscurité totale. Mais elle était aussi parfaite pour heurter des rochers immergés que Søren évitait d'ordinaire grâce à des repères visuels. Il ramait sans bruit, chaque coup de rame mesuré pour produire le minimum de son. L'eau était relativement calme, avec des vagues de moins d'1 demi-mètre. Un coup de chance. Par mer plus agitée, la barque surchargée aurait pu chavirer. À un demi-kilomètre de la côte, Søren entendit le moteur d'un patrouilleur allemand avant même de le voir. Les Allemands utilisaient des vedettes rapides, moteurs puissants, capables de rattraper n'importe quelle barque de pêche. Mais ces moteurs étaient bruyants. Ils annonçaient leur présence à des kilomètres. Søren arrêta de ramer, laissa la barque dériver en silence. Le patrouilleur passa à 800 mètres à l'est, ses projecteurs balayant l'eau méthodiquement. Søren compta 5 balayages complets avant que la vedette ne poursuive sa route vers le sud. Il attendit 10 minutes, puis reprit les rames. La traversée de 4 km prit 2 heures, 4 fois plus qu'en temps normal. Parce que Søren s'arrêtait souvent pour écouter, éviter les zones où il soupçonnait des patrouilles, contourner les secteurs éclairés. À 1h30, la barque toucha la côte suédoise près de Höganäs, petit village de pêche du côté suédois du détroit. Søren y était venu des dizaines de fois avant la guerre. Il connaissait bien l'endroit. La famille descendit sur le sol suédois, les jambes tremblantes, après 2 heures immobiles dans le froid. Le père tenta de remercier Søren, de trouver les mots justes pour exprimer une gratitude à la hauteur de « vie sauvée ». Søren le coupa. « Marchez vers le village. La police suédoise vous trouvera. Ils s'occuperont de vous. Bonne chance. » Il repoussa la barque à l'eau avant qu'ils aient le temps de répondre. Le retour fut plus rapide sans passagers, 90 minutes. Il arriva à Gilleleje à 3h45. Kirsten était réveillée, en train d'attendre, comme elle le ferait chaque nuit pendant les 3 semaines suivantes. Elle ne demanda pas comment ça s'était passé. Elle prépara simplement du café chaud et du pain. Søren mangea en silence, dormit 4 heures, puis se leva à 8 heures pour préparer la barque pour la traversée de la nuit suivante. 5 vies sauvées. Il en restait 105. Partie 4. Le système se met en place. L'évacuation danoise fut une improvisation massive, qui, d'une manière presque miraculeuse, fonctionna parce que tout le monde improvisait ensemble. Il n'y avait pas de plan maître, pas de coordination centrale, pas de structure de commandement. Juste un chaos organisé par l'urgence absolue et un calendrier impossible. À Copenhague, la résistance organisait le transport des Juifs depuis leurs cachettes urbaines jusqu'au village côtier. Elle utilisait des ambulances avec des Juifs déguisés en patients, des camions poubelles avec des gens cachés sous les déchets, des trains ordinaires où ils voyageaient avec de faux papiers. Le système était risqué, mais il fonctionnait parce que les Danois non-juifs coopéraient presque partout. Des conducteurs de train détournèrent les yeux. Des policiers danois avertissaient des contrôles allemands. Des employés fabriquaient des documents sans demander d'argent. Dans les villages côtiers comme Gilleleje, Snekkersten, Humlebeck, Espergærde, les pêcheurs transformaient leurs barques de travail en ferries de réfugiés. Chaque nuit, des dizaines d'embarcations traversaient le détroit,
chargés de juifs. C'était de la contrebande, à une échelle quasi industrielle, menée par des amateurs qui apprenaient en faisant. Søren mit rapidement au point un système après les premières traversées chaotiques. Il établit des règles qu'il partagea ensuite avec d'autres pêcheurs. Règle 1. Maximum 7 passagers par barque. Au-delà, l'embarcation était trop basse, vulnérable aux vagues et difficile à manœuvrer. Règle 2. Uniquement les nuits sans lune. La lune donnait trop de visibilité aux patrouilles allemandes. Les nuits les plus noires étaient les plus sûres. Règle 3. Silence absolu. Un seul cri, un bébé qui pleure, n'importe quel bruit pouvait attirer une patrouille. Søren commença à emporter du laudanum pour endormir les bébés et les jeunes enfants pendant la traversée. Règle 4. Route variable. Ne jamais emprunter la même route 2 nuits d'affilée. Les Allemands apprenaient les schémas. L'imprévisibilité, c'était la survie. Règle 5. Pas d'héroïsme. Si un patrouilleur approchait trop, Søren jetterait les passagers à l'eau avec des gilets et s'éloignerait. Les Allemands ne tireraient pas sur un pêcheur seul. Des passagers flottant avec des gilets auraient une chance d'être repêchés et déportés, plutôt que d'être exécutés sur l'eau. C'était horrible, mais pragmatique. Il n'eut jamais à appliquer cette règle, mais tous les passagers savaient que cette possibilité existait. Le prix de la traversée était officiellement une donation volontaire. Mais en pratique, il s'élevait à 1000 à 2000 couronnes danoises par personne, soit environ 3000 à 6000 $ actuels. C'était une fortune pour des familles modestes, mais Søren ne marchandait pas. Si vous avez de l'argent, vous payez. Si vous n'en avez pas, vous passez gratuitement. Mais si vous en avez et que vous refusez de payer, vous ne passez pas. Environ 40% de ces passagers payaient. 60% traversaient gratuitement ou avec un paiement partiel. L'argent servait au carburant, quand il utilisait un moteur plutôt que les rames, à l'entretien de la barque, à quelques pots de vin versés à des gardes allemands corrompus. Et il partageait le reste avec d'autres pêcheurs qui avaient moins de passagers payants. Ce n'était pas un business rentable. Une fois les frais couverts, Søren gagnait moins qu'en pêchant. Mais l'argent des passagers qui pouvaient payer subventionnait les passagers pauvres, rendant l'ensemble du système financièrement viable. La coordination avec la Suède fut étonnamment efficace. Les autorités suédoises installèrent des points d'accueil le long de la côte, où les réfugiés juifs étaient enregistrés, logés et nourris. La Suède, officiellement neutre mais sympathisante des Alliés, accueillit chaque réfugié juif sans exception. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. En 3 semaines, durant octobre 1943, environ 7200 des 7800 juifs danois furent évacués vers la Suède. Seuls 580 furent capturés par les Allemands, et la plupart survécurent à la guerre parce que le Danemark fit pression pour qu'ils soient envoyés à Theresienstadt plutôt qu'à Auschwitz, et continua à leur faire parvenir des colis d'aide. Ce fut le taux de survie le plus élevé de toute population juive en Europe occupée par les nazis. Non pas parce que les Danois étaient bassés des héros par nature, mais parce que la structure sociale danoise rendait impossible l'application de la solution finale sans une coopération massive. Et cette coopération n'est jamais venue. Partie 5. Des nuits sans lune. Les traversées de Søren suivirent un rythme qui devint presque une routine pendant octobre 1943. Chaque nuit sans lune, le pasteur Jensen ou un contact de la résistance amenait des passagers au port à 23 heures. Søren les embarquait, traversait le détroit, les débarquait en Suède, puis revenait avant l'aube. Les meilleures nuits, il faisait 2 traversées et faisait passer 14 personnes. Les nuits difficiles, quand les patrouilles étaient trop nombreuses, il n'en faisait qu'une, avec 7 personnes. Les nuits de tempête ou de pleine lune, il ne faisait passer personne.
Il gardait une comptabilité mentale de chaque traversée. Il n'écrivait rien. Le papier, c'était une preuve. Mais il mémorisait les chiffres, les visages, les noms quand on les lui donnait. Traversée numéro 5, 4 octobre. Un couple âgé, tous deux au-delà de 70 ans, souffrant d'arthrite sévère. Rester immobile 2 heures était une torture. Le mari avait la vessie fragile. Il urina dans la barque. Sereine, ensuite, rinça l'embarcation à l'eau de mer, sans commentaire. Traversée numéro 7, 6 octobre. Une mère seule, avec 4 enfants, de 3 à 14 ans. Le plus petit pleurait sans contrôle. Sereine utilisa du laudanum, probablement trop. Mais le silence était une question de vie ou de mort. L'enfant dormit 18 heures après l'arrivée, mais il survécut. Traversée numéro 9, 8 octobre. Un rabbin avec une Torah sauvée d'une synagogue de Copenhague. 20 kilos, enveloppés dans une bâche. Le rabbin insista pour l'emporter. Sereine accepta, même si cela compliquait l'équilibre de la barque. Certains passagers n'étaient que des corps. D'autres étaient des corps plus une âme. Lui, c'était une âme plus une Torah. Traversée numéro 11, 10 octobre. Un adolescent de 16 ans, seul, ses parents arrêtés 2 jours plus tôt. Il était catatonique, brisé par le choc. Pas un mot de toute la traversée, pas une réaction en débarquant. Sereine le confia aux autorités suédoises et ne sut jamais ce qu'il devint. Certains, sauvés physiquement, étaient détruits mentalement. Traversée numéro 13, 12 octobre, une patrouille allemande passa à 50 mètres. Sereine distingua des visages, des jumelles. Ils regardaient dans sa direction, mais ne virent rien. La nuit était trop noire, et Sereine avait éteint toutes les lumières, même la boussole lumineuse. Il resta immobile 15 minutes après leur passage, attendant que son cœur cesse de battre si fort qu'il croyait qu'ils allaient l'entendre. Traversée numéro 16, 15 octobre. Une famille riche de Copenhague, des valises pleines de bijoux, d'argent, de papier. Ils voulaient emporter 3 grosses valises. Sereine dit, une petite valise ou rien? Ils négocièrent. Sereine ne bougea pas. Ils laissèrent 2 valises sur le quai. Une fortune abandonnée parce que, dans une barque, l'espace vaut plus que l'or. Traversée numéro 18, 17 octobre. Une femme enceinte de 8 mois. Sereine faillit refuser. Trop de risques si elle accouchait en pleine traversée. Elle supplia. Elle n'avait aucune autre option. Son mari avait été arrêté. Sereine céda. Elle n'accoucha pas dans la barque. Elle accoucha 3 semaines plus tard, dans un hôpital suédois. Bébé en bonne santé. Elle donna Sereine comme 2e prénom. Traversée numéro 20, 19 octobre. Un médecin juif qui avait soigné Lars, le fils de Sereine, d'une pneumonie 3 ans auparavant. Lars avait failli mourir. Le médecin était venu chaque jour pendant 2 semaines et avait refusé d'être payé parce que la famille Falk n'avait pas d'argent. Cette fois, c'était Sereine qui le faisait passer. La boucle se refermait. Une dette, réglée. Traversée numéro 22, 21 octobre. Une tempête soudaine, vague de 2 mètres. La barque embarquait de l'eau. Sereine dut choisir entre la vitesse, moteur, risque d'être entendu, et la sécurité, rame, risque de couler. Il choisit le moteur. Traversée en 45 minutes, à une allure dangereuse. Une patrouille entendit le bruit, mais quand elle arriva, ils étaient déjà en eau suédoise. La frontière maritime sauva des vies. Traversée numéro 24, 23 octobre. 11 personnes, plus que jamais. Sereine avait fixé la limite à 7, mais c'étaient les derniers juifs connus à Gilelej. Ils devaient partir cette nuit-là. Sereine brisa sa propre règle. La barque était si surchargée
que l'eau passait par-dessus les bords. Il traversa en écopant sans cesse avec une tasse à café. Il arriva en Suède avec une embarcation presque coulée. C'était stupide. C'était nécessaire. Et ça a marché. Chaque traversée était unique. Et pourtant, elles se ressemblaient toutes. Obscurité, peur, eau, espoir. Søren devint expert pour lire la peur sur les visages. La peur qui paralyse et celle qui aiguise. La peur gérable et la panique qui tue. Il apprit à apaiser les passagers par une voix calme, des gestes sûrs, une confiance qu'il projetait même quand ils ne la ressentaient pas. Les Allemands renforcèrent les patrouilles, nuit après nuit. Ils apprenaient. Søren aussi apprenait. C'était une partie d'échecs mortelle, jouée sur une eau noire, où la moindre erreur signifiait la mort. Mais Søren avait des avantages que les Allemands ne pouvaient pas égaler. Il connaissait chaque courant, chaque haut fond, chaque anse sur 50 km de côte. Il pêchait dans ces eaux depuis 30 ans. Les Allemands avaient des cartes. Søren avait une connaissance tacite, impossible à transmettre. Une sagesse absorbée par des décennies d'expérience physique. Il savait où les courants étaient assez forts pour laisser la barque dériver sans ramer, sans bruit. Il savait où les bancs de sable rendaient l'eau trop peu profonde pour des vedettes aux tirants d'eau plus importants. Il savait lire les étoiles quand elles apparaissaient entre les nuages, utiliser les courants quand il n'y avait pas d'étoiles, sentir la direction du vent sur son visage et s'en servir pour naviguer. C'était l'expérience contre l'entraînement, l'intuition contre le protocole, 30 ans contre 3 mois. Et sur une eau noire, sans lune, l'expérience gagnait. Partie 6. Ceux qui ont failli être pris. Toutes les traversées ne se terminaient pas bien. D'autres pêcheurs de Guilelege et des villages voisins faisaient aussi passer des réfugiés. Et tous n'avaient ni l'expérience de Søren, ni sa chance. Le 7 octobre, le pêcheur Jens Nielsen fut intercepté par une patrouille allemande à un demi-kilomètre de la côte danoise, avec 5 réfugiés juifs. Les Allemands ouvrirent dans le feu sans avertissement. Nielsen fut blessé, 2 réfugiés furent tués, 3 capturés. Nielsen fut envoyé en prison. Il survécut à la guerre, mais ne pêcha plus jamais, traumatisé par les 2 morts dans sa barque. Le 14 octobre, le pêcheur Mats Petersen chavira avec une barque surchargée, dans une mer agitée. 4 passagers sur 6 se noyèrent avant qu'ils puissent les attraper. Les 2 survivants atteignirent la Suède, mais Petersen vécut avec une culpabilité insupportable et se suicida en 1947. Le 18 octobre, le pêcheur Karl Hansen fut dénoncé par un collaborateur danois qui signala son activité aux Allemands. Hansen fut arrêté avant de partir, ainsi que ses 6 passagers. Tous furent déportés à Theresienstadt. Hansen y mourut en janvier 1945, quelques semaines avant la libération. Søren connaissait ces hommes. Il avait pêché avec eux, bu avec eux, assisté au mariage de leurs enfants. Leurs arrestations et leurs morts étaient des rappels constants. Ce qu'ils faisaient n'était qu'un jeu de survie, avec une marge d'erreur nulle. L'instant le plus proche de la capture pour Søren survint le 20 octobre, pendant la traversée numéro 21. Il se trouvait à 2 km de la côte danoise, au milieu du détroit, quand 2 choses se produisirent au même moment. Un enfant de 8 ans fut pris d'une quinte de toux, et une patrouille allemande apparut à 200 mètres. L'enfant toussait sans contrôle. Une toux profonde qui portait sur l'eau. Søren prit une décision immédiate. Il plaqua sa main sur la bouche de l'enfant, appuyant assez fort pour étouffer le son. L'enfant se débattit, la panique dans les yeux, convaincu que Søren essayait de l'étouffer. La mère comprit. Elle maintint son fils immobile pendant que Søren gardait la pression.
L'enfant ne pouvait plus respirer. Il commençait à bleuir, mais il ne pouvait plus tousser non plus. La vedette ralentit. Søren voyait le projecteur balayer, se rapprocher. Son bras tremblait. Il fallait maintenir la pression, retenir l'enfant qui se débattait et rester parfaitement silencieux. 30 secondes. L'enfant était clairement en train de s'asphyxier. Les yeux révulsaient. Søren allait devoir choisir, relâcher et laisser la toux les trahir, ou continuer et risquer de tuer l'enfant. 40 secondes. Le projecteur était à 50 mètres. Søren entendait des voix allemandes, une conversation banale sur le froid. 45 secondes. Les doigts de Søren étaient blancs, force d'appuyer. L'enfant avait cessé de se débattre, inconscient ou mort. Søren n'en savait rien. 50 secondes. Le projecteur passa à 30 mètres, sans les voir dans l'obscurité totale. La vedette continua sa route, le moteur s'éloignant. Søren relâcha aussitôt. L'enfant était inconscient, mais il respirait quand l'air revint dans ses poumons. Il toussa violemment pendant 5 minutes, mais la patrouille était déjà trop loin pour l'entendre. L'enfant reprit conscience, terrifié, en pleurs. Sa mère le serrait contre elle, elle pleurait aussi. Søren ne s'excusa pas, parce qu'il n'en éprouvait pas le besoin. Il avait fait exactement ce qui était nécessaire. L'enfant était vivant. Ils étaient tous vivants. C'était la seule chose qui comptait. Ils atteignirent la Suède 30 minutes plus tard. En débarquant, la mère dit « Vous avez failli tuer mon fils. » « Oui, » répondit Søren. « C'était ça ou le laisser, tousser et vous faire tuer tous. J'ai choisi l'option où il y avait le plus de survivants. » Elle le regarda, encaissant cette logique brutale. Puis, elle acquiesça. « Merci, dit-elle, d'avoir fait ce que je n'aurais pas pu faire. » Søren ne connut jamais le nom de l'enfant. Il se rappelait seulement ses yeux affolés et ses 50 secondes les plus longues de sa vie. Partie 7. Le prix du sauvetage. La famille Falk payait le prix des activités de Søren, même si elle ne traversait pas elle-même de réfugiés. Les Allemands suspectaient tous les pêcheurs de Gilleleje. Mais ils n'avaient pas de preuves contre des individus précis. Alors, ils faisaient pression sur tout le monde. Lars, le fils aîné de Søren, 23 ans, fut arrêté le 15 octobre pour interrogatoire au sujet d'activités de résistance. Les Allemands le gardèrent 3 jours, le frappèrent modérément. Côte meurtrie, œil au beurre noir, doigt cassé, puis le relâchèrent banque sans charge parce qu'il ne donna aucune information, tout simplement parce qu'il ne savait rien des détails de ce que faisait son père. Søren n'avait jamais raconté à Lars exactement ce qu'il faisait. C'était une protection, ce que Lars ne savait pas. Il ne pouvait pas le révéler sous la torture. Quand Lars revint, tuméfié, il demanda droit dans les yeux « Tu fais passer des Juifs ?» « Oui », répondit Søren. Il n'y avait plus de raison de mentir. « Ils vont te tuer s'ils t'attrapent. »« Probablement. » « Est-ce que ça vaut le coup ?» Søren réfléchit longtemps. « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas ne pas le faire. Tu comprends ?» Lars acquiesça lentement. « Oui, je crois. Fais attention, papa. » Ce fut la conversation la plus personnelle qu'ils eurent depuis des années. Les hommes de la famille Falk n'étaient pas démonstratifs. Mais le danger partagé créait une intimité que la paix n'avait jamais produite. Björn, le fils du milieu, travaillait dans un chantier naval à Helsingør, loin de Gilleleje. Les Allemands l'interrogèrent au sujet de son père. Mais Björn ne savait vraiment rien. Il travaillait 12 heures par jour et venait rarement à la maison. Astrid, la fille, 18 ans, savait exactement ce que faisait son père et commença à aider activement.
Elle servait de messagère entre le pasteur Jensen et Søren, transportant des informations sans utiliser le téléphone, qui pouvaient être surveillées. Elle préparait aussi des provisions, eau, pain, couverture. Le 25 octobre, Astrid fut arrêtée par une patrouille allemande alors qu'elle marchait vers le port avec un sac à dos rempli de provisions. Un jeune soldat, à peine 20 ans, la stoppa et fouilla son sac. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il, dans un allemand maladroit, en montrant les bouteilles d'eau et les couvertures. « Pour mon père », répondit Astrid en danois, feignant de ne pas comprendre l'allemand. « Il est pêcheur. Il sort cette nuit. » Le soldat la fixa méfiant, mais il n'avait aucune preuve d'illégalité. De l'eau et des couvertures, c'était des provisions normales. Il la laissa partir avec un avertissement. Couvre-feu à 20 heures. Pas dehors après. Astrid arriva au port en tremblant. Pas de peur, d'adrénaline. Elle raconta l'incident à Søren. Søren lui interdit de refaire des livraisons. C'était trop risqué. Astrid ignora l'interdiction. Elle continua, mais plus prudemment, en changeant d'itinéraire, en variant les horaires. Kirsten, elle, gérait le stress autrement. Elle ne posait pas de questions, ne discutait pas des dangers. Elle préparait du café chaque nuit à l'arrivée de Søren et restait éveillée jusqu'à ce qu'il revienne. S'il n'était pas là à 5 heures, elle savait que quelque chose s'était mal passé. Cette tension quotidienne la vieillissait à vue d'œil. En octobre 1943, elle se couvrit de cheveux blancs qu'elle n'avait pas en septembre. Les rides se creusèrent. Elle se mit à fumer pour la première fois de sa vie, juste pour occuper ses mains anxieuses. Un soir, après une traversée particulièrement dangereuse où Søren avait failli être pris, Kirsten parla enfin. « Combien de temps encore ?»« Je ne sais pas, » admit Søren, « jusqu'à ce que tous ceux qui veulent partir soient partis. Et s'il t'attrape, alors il m'attrape. Et moi ? Et les enfants ? » C'était une question impossible. Søren choisissait entre le bien-être d'inconnus et celui de sa propre famille. Un calcul moral qu'il ne pouvait pas entièrement rationaliser. Il ne pouvait qu'agir. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Je sais juste que si je reste à la maison pendant que des gens meurent, alors que je peux les sauver, je ne pourrai plus vivre avec moi-même. Je préfère mourir en faisant ce qui est juste que vivre en sachant que je n'ai rien fait. » Kirsten ne répondit pas. Elle servit simplement un autre café et ils attendirent ensemble l'aube. Le coût économique était lui aussi lourd. L'argent que Søren recevait des passagers payants couvrait à peine les frais. Son activité de pêche normale avait été entièrement abandonnée pendant octobre. Il n'avait ni le temps ni l'énergie de pêcher commercialement tout en faisant passer des réfugiés. La famille Falk vivait sur ses économies, consommant un capital accumulé pendant des années. À la fin d'octobre, ils avaient dépensé l'équivalent de 6 mois de revenus. Si l'opération avait continué, ils auraient vite été ruinés. Mais à l'échelle de la vie et de la mort, la ruine semblait un détail. L'argent, Søren pouvait en regagner après la guerre. Les vies qu'il n'aurait pas sauvées, il ne pourrait jamais les récupérer. Partie 8. Les dernières traversées. À la fin d'octobre 1943, l'évacuation de masse touchait presque à sa fin. La plupart des Juifs danois étaient en Suède, ou cachés si profondément que les Allemands ne pouvaient plus les trouver. Le flux vers Gilleleje passa de dizaines par nuit à une poignée. Les dernières traversées de Søren n'avaient plus la même nature que les premières. Ceux qui restaient étaient les plus difficiles à déplacer. Des gens sans argent ni réseau, des personnes avec des problèmes médicaux, des gens qui avaient attendu trop longtemps et se retrouvaient maintenant désespérés. Traversée numéro 25, 26 octobre. Un homme de 80 ans, atteint de démence,
accompagné de sa fille de 50 ans. Il ne comprenait pas où il se trouvait, ni pourquoi. Pendant la traversée, il demandait à voix haute, encore et encore, « Où est-ce qu'on est ?» Sa fille le calmait. Mais Søren savait qu'une patrouille aurait pu l'entendre. Ils eurent de la chance. Aucune patrouille cette nuit-là. Traversée, numéro 26, 27 octobre. Une femme aveugle avec son frère. La cécité compliquait tout. Il fallait la guider sans cesse. Elle se désorientait, paniquait sans repère visuel. Son frère fit preuve d'une patience infinie, lui chuchotant des indications tout du long. Ils réussirent. Mais Søren n'avait jamais vu une peur aussi pure dans le regard de quelqu'un qui ne pouvait même pas voir le danger. Traversée, numéro 27, 28 octobre. Une seule personne, un jeune de 19 ans, dernier survivant d'une famille de 8. Ses parents, ses 4 frères et sa sœur avaient été arrêtés 4 jours plus tôt. Lui n'avait échappé à la rafle que parce qu'il était chez des amis. Il pleura en silence pendant toute la traversée. Søren ne chercha pas à le consoler. Il n'y avait pas de mots. Traversée numéro 28, 29 octobre. Un couple de jeunes mariés depuis 3 semaines à peine. Ils avaient prévu une lune de miel en Italie. À la place, ils fuyaient comme des réfugiés. Ils portaient encore leurs alliances. Ils se tenèrent la main pendant toute la traversée, serrant fort comme si lâcher signifiait disparaître. Une douceur au milieu de l'horreur. Traversée numéro 29, 30 octobre. Un professeur d'université avec une boîte de manuscrits. Sa recherche d'une vie sur l'histoire médiévale danoise. 15 kilos. Søren refusa. Trop lourd. Le professeur supplia, c'était toute sa vie. Søren céda, parce qu'il comprenait que certains tiennent à leur œuvre autant qu'à leur souffle. Les manuscrits survécurent, furent publiés après la guerre, devinrent une référence. Certains sauvetages concernent du papier autant que des personnes. Traversée numéro 30, 31 octobre. Une fillette de 12 ans, seule. Ses parents l'avaient envoyée devant, en promettant de la rejoindre. En la regardant, Søren sut que les parents ne viendraient pas. Ils l'avaient sauvée en se sacrifiant. La fillette ne le comprenait pas encore. Elle croyait qu'il se retrouverait en Suède. Søren ne la corrigea pas. Certaines vérités peuvent attendre. Début novembre, le flux s'arrêta complètement. Plus aucun réfugié n'arrivait à Gilleleje. Ceux qui restaient étaient si bien cachés que même la résistance ignorait où ils étaient, où ils avaient déjà été capturés. Søren avait fait passer 110 personnes en 30 traversées en 4 semaines. D'autres pêcheurs de Gilleleje en avaient fait passer des centaines. À eux tous, les pêcheurs du village avaient évacué environ 1000 personnes, près de 14% de tous les Juifs danois sauvés. Le 3 novembre, Søren inspecta une dernière fois sa barque, effaçant les traces. Couvertures oubliées, bouteilles vides, mouchoirs d'enfants perdus. Il trouva un petit médaillon coincé entre les lattes du plancher, une étoile de David sur une chaîne en argent. Quelqu'un l'avait perdu durant une traversée chaotique. Il le glissa dans sa poche, disant qu'il le rendrait s'il retrouvait un jour son propriétaire. Il ne le retrouva jamais. Le médaillon resta dans sa poche jusqu'à la fin de la guerre. Un rappel matériel des gens qu'il avait sauvés, dont il n'avait parfois même pas connu le nom. Partie 9. Après le silence. Les Allemands n'arrêtèrent jamais Søren Falk. Ils soupçonnaient, enquêtaient, interrogèrent les voisins, mais ne trouvèrent jamais de preuves directes. Søren était d'une prudence extrême. Il n'écrivait rien, ne parlait qu'à ceux qui devaient savoir, ne gardait jamais l'argent. Il le dépensait immédiatement ou le donnait. Ne se vantait jamais. D'autres pêcheurs furent moins prudents ou moins chanceux.
17 pêcheurs de Gilleleje furent arrêtés pendant et après l'opération. 5 moururent en camp. Les survivants revinrent après la guerre brisés dans leur corps et traumatisés dans leur esprit. Søren, lui, reprit simplement la pêche. Quand l'opération s'acheva en novembre 1943, il retourna pêcher le harengue comme si octobre n'avait jamais existé. Vu de l'extérieur, il ne se distinguait en rien des autres pêcheurs danois qui tentaient de survivre sous l'occupation. La libération du Danemark eut lieu le 5 mai 1945, quand l'Allemagne capitula. Søren avait 54 ans, épuisé par 2 années de pêche intense, plus le stress d'octobre 1943, mais vivant. Dans les semaines qui suivirent la libération, les Juifs danois commencèrent à revenir de Suède. Le Danemark fut le seul pays d'Europe occupé où les Juifs revinrent pour retrouver leur maison, leur commerce et leurs biens majoritairement intacts. Les voisins danois avaient protégé les propriétés, payé des loyers, maintenu des commerces en fonctionnement. Certains des passagers de Søren le cherchèrent pour le remercier. Ils trouvèrent un pêcheur calme de 54 ans, visiblement mal à l'aise face à la tension. Quand on l'interrogeait sur les traversées, il répondait à peine « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Ce n'était pas grand-chose. » Mais c'était énorme. Søren avait risqué sa vie, sa famille et son gagne-pain pour sauver 110 inconnus, simplement parce qu'il ne pouvait pas ne pas le faire. En 1953, Yad Vashem créa le programme des Justes parmi les nations pour honorer les non-juifs ayant sauvé des juifs pendant la Shoah. Søren Falck fut proposé en 1971 par 3 familles qu'il avait fait passer. Il refusa d'abord. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait traverser des gens en barque. » La commission insista. Søren finit par accepter en 1974 et se rendit en Israël à 83 ans pour recevoir la médaille et le certificat. La cérémonie le rendait manifestement mal à l'aise. Il n'aimait pas être au centre. Quand un journaliste israélien lui demanda ce qui l'avait motivé, Søren réfléchit longtemps avant de répondre « Je connaissais la mer. Je connaissais le danger. Je connaissais le risque. Mais je savais aussi que de l'autre côté de l'eau, il y avait la vie. Ici, il y avait la mort. Le choix me semblait évident. « Est-ce que vous avez eu peur ?» demanda le journaliste. « Chaque putain de nuit, » admit Søren. Mais la peur n'est pas une raison de ne pas faire ce qui est juste. La peur, c'est un sentiment. Le juste, c'est une action. J'ai choisi l'action. Søren Falck mourut le 17 août 1979, à 88 ans, à Gilleleje, dans la même maison où il était né, à 50 mètres du port où il avait sauvé 110 vies. Son enterrement fut simple, avec sa famille, des voisins pêcheurs et, de manière surprenante, un grand nombre d'inconnus venus de tout le Danemark et d'Israël, des passagers qu'il avait fait passer 36 ans plus tôt. L'un des orateurs s'appelait Meyer Goldstein, que Søren avait fait passer le 15 octobre 1943, quand il n'était qu'un enfant de 9 ans. Goldstein, devenu professeur de physique à l'Université hébraïque de Jérusalem, parla du batelier qui lui avait sauvé la vie. Søren Falck ne s'est jamais considéré comme un héros. Et c'était une partie de son héroïsme. Il faisait l'extraordinaire tout en répétant que c'était ordinaire. Il risquait tout en minimisant le risque. Il sauvait des vies en disant qu'il ne faisait que son travail. La leçon de Søren Falck n'est pas que certains humains sont des héros exceptionnels. La leçon, c'est que tous les humains ont la capacité de l'héroïsme quand ils choisissent d'agir au lieu d'observer, quand ils choisissent la compassion au lieu de l'indifférence.
quand ils choisissent le risque au lieu de la sécurité. Ma vie existe parce qu'un pêcheur danois a choisi de ramer sur une eau noire, vers un danger qu'il ne voyait pas. Ma famille existe parce que ce même pêcheur a fait ce choix, pas une fois, mais 30 fois. Et les vies de 109 autres personnes existent pour la même raison. Søren Falck nous a appris que le courage ordinaire est le plus puissant, parce qu'il est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être soldat, génie ou saint. On a seulement besoin d'être une personne prête à faire ce qui est juste quand c'est difficile. Søren était batelier. Il faisait passer des gens sur l'eau. C'était littéralement son métier. Mais en choisissant qui faire passer, quand et pourquoi, il a transformé un métier ordinaire en salut extraordinaire. Le monde est rempli d'eau qui sépare. Søren Falck nous a appris que toute séparation peut être franchie si quelqu'un accepte de prendre les rames. Le médaillon en étoile de David que Søren avait trouvé dans sa barque en novembre 1943 était dans sa poche quand il mourut. Il ne l'avait jamais rendu parce qu'il n'avait jamais retrouvé son propriétaire. Sa famille l'enterra avec lui. Quelqu'un, l'un des 110, avait perdu ce médaillon durant une traversée terrifiante sur une eau noire. Søren l'avait gardé pendant 36 ans, symbole d'un lien qui dépasse les identités. Il n'avait pas besoin de connaître les noms pour sauver des vies. Il avait seulement besoin de savoir que des vies avaient besoin d'être sauvées. La barque que Søren utilisa en octobre 1943 existe encore, conservée au musée de la résistance danoise à Copenhague. C'est une barque de pêche ordinaire. Bois abîmé, bancs usés, une odeur persistante de mer et de temps. Mais regarde-la en sachant ce qu'elle a transporté. 110 personnes, 30 traversées, 0 capture. Et elle cesse d'être ordinaire. Elle devient une arche, un pont, une ligne entre la mort et la vie. Les nazis avaient bâti un empire de mort avec une technologie industrielle, une idéologie totalitaire et une violence systématique. Face à cela, Søren Falck n'avait qu'une barque, une connaissance de l'eau et cette détermination. Certaines séparations doivent être franchies, quel qu'en soit le risque. L'empire est tombé. La barque, elle, reste. Sur des plaques du musée sont gravés les noms des 110 personnes que Søren Falck fit passer en Suède en octobre 1943. À côté de chaque nom figure la date de la traversée. Et au bas de la liste, une inscription simple. Traversée par un batelier qui connaissait la mer, comprenait le danger et a choisi quand même. 110 vies, 30 nuits. Un homme ordinaire faisant des choses extraordinaires parce qu'il ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Les Allemands patrouillaient avec des vedettes rapides, des projecteurs, des armes. Søren Falck ramait avec une barque en bois, une connaissance de l'eau et la foi que la vie valait le risque. Au final, les rames ont vaincu les vedettes. Pas parce qu'elles étaient plus fortes, mais parce qu'elles étaient tenues par des mains qui refusaient de lâcher. Le détroit de l'Øresund sépare encore le Danemark de la Suède. 4 kilomètres d'eau qui, en 1943, représentaient de la ligne entre la vie et la mort. Søren Falck a franchi cette ligne 30 fois, transportant l'espoir dans une barque de bois. La distance n'a pas changé, mais le sens, lui, a été transformé pour toujours par un batelier qui a choisi de ramer vers le danger plutôt que de s'en éloigner. Les nuits sans lune, qui autrefois cachèrent des réfugiés, ne cachent plus aujourd'hui que l'eau. Mais la mémoire demeure, celle d'une barque traversant l'obscurité, de vies sauvées par un courage ordinaire, d'un batelier qui a prouvé que l'héroïsme n'exige pas l'extraordinaire. Il exige seulement le choix d'agir quand les autres choisissent de regarder ailleurs. Søren Falck a fait passer 110 Juifs en sécurité pendant des nuits sans lune. Il n'a pas été le seul pêcheur à le faire. Il n'est pas celui qui en a fait passer le plus.
Il n'est pas le plus célèbre. Mais il est celui qui a fait ce qui devait être fait au moment où cela devait l'être, sans drame, sans hésitation, sans attendre la reconnaissance. Et c'est, au fond, la définition la plus pure de l'héroïsme. Faire ce qui est juste, simplement parce que c'est juste, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le risque, même si personne ne le saura jamais. Les nazis n'ont jamais capturé Søren Falck. Ils n'ont jamais compris comment un batelier ordinaire les avait déjoués. Ils n'ont jamais découvert que l'héroïsme le plus dangereux est celui qui semble banal. Jusqu'au moment où il est trop tard pour l'arrêter. 110 vies, 30 nuits, une barque, un homme, un choix répété 30 fois, ramer vers le danger parce que de l'autre côté, il y avait la vie. Les Allemands contrôlaient la terre, l'air, la loi. Søren Falck contrôlait l'eau, et l'eau était le chemin vers la liberté. Au final, c'est l'eau qui a gagné. Et 110 personnes ont vécu pour raconter l'histoire d'un batelier qui ne pouvait pas rester sur la rive pendant que d'autres se noyaient.